Les combattants mythiques de l'UFC. Salut la zone, j'espère que vous allez super bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous présenter quelques combattants mythiques de l'UFC. Et lorsque je te parle de combattants mythiques de l'UFC, c'est tout simplement des versions de plusieurs combattants qui sont très connus, mais leurs versions les plus dangereuses, tu vois, parce que souvent on va voir un certain combattant et on va voir genre qu'il est vraiment très dangereux et tout. Mais que dans certaines circonstances, il est vraiment à son prime. Mais dans certaines circonstances, c'est vraiment le tueur qu'il pense être, tu vois. Et aujourd'hui, c'est ces quelques versions de ces combattants que je vais te présenter. Donc avant d'aller plus loin, je te conseille vraiment de t'abonner à la zone parce que, à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, John Jones va venir chez toi à 2 h du matin pour te vendre du crack. Surprise, surprise, the king is back! Numéro 1, Adesanya Challenger. La zone, un truc qui est vraiment très important à prendre en compte, c'est le fait que Adesanya, lorsqu'il n'est pas champion, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas la ceinture, il est souvent très motivé, il est souvent très déterminé. Et là, la majeure partie du temps, c'est dans ces circonstances-là qu'on a un Adesanya Prime. Et pour que tu comprennes un petit peu la raison pour laquelle on dit que Adesanya Contender, donc Adesanya lorsqu'il n'a pas la ceinture, c'est littéralement un combattant mythique. Il faut simplement que je te ramène un petit peu dans le passé et que l'on retrace un petit peu le palmarès d'Adesanya. En regardant le palmarès d'Adesanya, on se rend compte clairement que lorsqu'il n'a pas la ceinture, c'est vraiment le Adesanya le plus dangereux et le plus finisseur, tu vois. Et la raison pour laquelle je dis en particulier finisseur, c'est que c'est cette version de Adesanya qui a la majorité de ses finishes. C'est exactement de cette façon que, par exemple, tu vois qu'Adesanya, il a terminé un combattant comme Robert Whittaker, qui est vraiment un monstre. Également, de la même manière qu'il a terminé Alex Pereira. Et également, selon moi, l'une des performances qui prouve le plus que Adesanya, lorsqu'il est contender, donc lorsque c'est un challenger, genre c'est vraiment ce gars qui a envie d'y aller, qui a envie de prendre ta tête. C'est tout simplement son combat contre Kevin Gastelum, dans lequel il a littéralement sorti la phrase qui était iconique à ce moment, dans laquelle il était juste au début du 5e round, tu le voyais, il était en sang et tout. Après, il regarde Gastelum dans les yeux, il dit « Tu ne vas pas me battre, je suis prêt à mourir, tu vois. Prêt à tuer, prêt à mourir. » Et littéralement, ça montre que Adesanya, lorsqu'il n'a pas la ceinture, lorsqu'on est en présence de contender, donc challenger Adesanya, là c'est vraiment un combattant différent. Là c'est un combattant qui a envie de te terminer, qui a envie de partir, prendre la ceinture. Mais malheureusement, la raison pour laquelle Adesanya Challenger, c'est tellement un combattant mythique, c'est tout simplement parce que c'est le contraire de Adesanya normal, tu vois, genre c'est le contraire de Adesanya basique. Parce que Adesanya basique, c'est quoi? Lui, au contraire, c'est un combattant qui a envie de gagner, mais qui a pas trop envie de se fatiguer, tu vois. Un combattant genre qui va te battre à la décision, un combattant qui va te battre en ayant placé plusieurs low kicks, en ayant mis plusieurs feintes, tu vois. Et qu'à la fin de la journée, si on suit les cartes des juges, il va finir par te battre, tu vois. Alors que Adesanya Challenger, c'est totalement différent. Et c'est la raison pour laquelle je suis vraiment hypé de voir ce qui va se passer samedi. Parce qu'en ce moment, on a Adesanya Challenger qui est censé prendre Dricus du Plessis. Donc, on est pressé de voir cela, tu vois. Surprise, surprise, the king is back! Numéro 2, Pereira Vengeur. Je viens de parler de Adesanya, il fallait évidemment que je parle de Alex Pereira. Donc la raison pour laquelle je te dis Pereira Vengeur, ça c'est un combattant mythique qui est plutôt intéressant à voir. C'est tout simplement parce que c'est intéressant de voir que Pereira, il a quasiment terminé tous les combattants contre qui il s'est battu. Et lorsque je te dis tous les combattants contre qui il s'est battu, là je parle vraiment des champions qu'il a battus. Donc si je te parle des champions que Pereira a battus, il faut que tu comprennes que Pereira, en champion, il a battu Sean Strickland, Adesanya, Jan Blachowicz, Jiri Prochazka et Jamal Hill. Maintenant, ce qui est intéressant à voir, c'est que ces deux derniers, qui sont Jiri Prochazka et Jamal Hill, ils ont un point en commun, tu vois. Et ce point en commun, c'est qu'ils ont battu le mentor de Alex Pereira. Et ce mentor de Alex Pereira, qui est Glover Teixeira, c'est lui qui apprend à Alex Pereira, genre un petit peu tout ce qu'il y a par rapport au MMA. Et tu vois que Alex Pereira et Glover Teixeira, ils ont vraiment une très bonne connexion, ils sont vraiment très amis et tout, tu vois. Et lorsque tu regardes, genre tu peux voir une certaine pattern qui se crée entre les combats que Alex Pereira il va avoir contre les autres adversaires et les combats que Alex Pereira il va avoir contre les adversaires qui ont battu Glover Teixeira, tu vois. Et là, tu te rends compte que lorsque Alex Pereira se bat contre un combattant qui a battu Glover Teixeira, Alex Pereira est bien plus virulent, il est bien plus méchant. Et les KO, ils sont tout le temps bien plus énervés, tu vois. Est-ce que ce que je viens de dire, c'est pas une petite prédiction sur mon avis de ce qui va se passer dans le combat entre Alex Pereira et John Jones, tout en sachant que John Jones, il avait déjà battu Glover Teixeira dans le passé. Surprise, surprise, the king is back! Numéro 3, Super John Jones. Vu qu'on venait de parler de John Jones, il fallait que j'enchaîne avec lui. Donc, celui-là, il n'est pas compliqué. Super John Jones, c'est tout simplement John Jones lorsqu'il est dopé comme un cheval, tu vois. John Jones lorsqu'il est sous stéroïdes. John Jones, il a été attrapé 2 fois, genre,
de manière flagrante, tu vois. Alors là, je te parle des moments où il a été attrapé de manière flagrante. Il a été attrapé 2 fois de manière flagrante sous stéroïdes. Donc une fois contre Alexander Gustafsson et une fois contre Daniel Cormier. Mais lorsque John Jones, il s'est fait attraper dans certaines circonstances, donc on pourrait l'appeler également John Jones sous pictogramme, tu vois. Donc cette version de John Jones, c'est la version la plus dangereuse que l'on a jamais vue. Genre ça c'est un John Jones super agressif, un John Jones super athlétique et un John Jones qui n'avait vraiment pas peur du danger. Genre un John Jones qui était sur toi et qui te mettait KO, genre peu importe la situation, peu importe le calibre de combattant que tu es, même si tu es un combattant d'élite comme un Daniel Cormier, là il te balayait comme si tu n'étais qu'un simple Jordan Zebo, tu vois. Désolé pour la balle perdue. Mais ça franchement c'est littéralement John Jones Prime parce qu'il était super rapide, super agressif et super tranchant, tu vois. Y a juste pas d'autre mot, genre. Dans ces combats, l'adversaire il était toujours dans un bain de sang, tu vois. Surprise, surprise, the king is back! Bon alors pour celui-là, je pense que vous ne le connaissiez pas, mais laissez-moi m'expliquer jusqu'à la fin. Il s'agit de Drew Dober lorsqu'il est motivé racialement, et en d'autres termes, lorsqu'il se bat contre des noirs. Donc, donc Drew Dober, pour que tu comprennes, il a une statistique vraiment super intéressante, tu vois. Drew Dober, il détient le record du plus de KO dans l'histoire de la catégorie lightweight. Mais en fait, et si je te disais qu'il avait une statistique qui était plus intéressante que ça, c'est tout simplement qu'il n'a jamais perdu contre un adversaire noir. Mais et maintenant, si je te disais une statistique encore plus intéressante que celle-là, c'est qu'il a mis KO tous les noirs contre qui il est tombé, tu vois. Genre, à chaque fois qu'il tombe sur un noir, genre, il y va à fond, il met toute son énergie et il le met KO. Genre, il a pas perdu contre un noir. Et tous les noirs qu'il a affrontés, il les a tous mis KO. Tous. Tous KO, sans exception. Petite dédicace à Bobby Green qui s'est fait éteindre, mais d'une façon, ça avait littéralement l'air d'être motivé racialement. Surprise, surprise, the king is back! Numéro 5, Conor McGregor motivé, / karaté McGregor. Donc ça, c'est littéralement la meilleure version de Conor McGregor, ça on va pas se mentir. C'était la version de Conor McGregor qui se battait genre entre 2013 et 2015, voire 2016 comme ça. Donc ce Conor McGregor, on l'appelle le plus souvent le Conor qui a faim, tu vois. Alors, le Conor avant la fame, le Conor avant l'argent, tu vois. Donc ce Conor McGregor, c'était juste le prime de Conor McGregor, tu vois. C'est lorsqu'il avait la stance de karaté et qu'il envoyait plein de coups de pied et tout, genre lorsqu'il était vraiment super rapide, super explosif et qu'il était super léger, tu vois. C'était la version de Conor McGregor qui n'était pas encore saoul, c'était la version de Conor McGregor qui n'avait pas encore le ventre de daron, tu vois. Mais la version de Conor McGregor qui était super rapide, qui avait un six-pack et qui défonçait tous les adversaires sur lesquels il tombait, tu vois. Ce qui était intéressant par rapport à ce Conor, c'est qu'un autre nom qu'on lui donnait, c'était Mystic Mac, tu vois. Et la raison pour laquelle on l'appelait Mystic Mac, c'est tout simplement parce qu'il devinait quasiment à chaque fois comment est-ce qu'il va terminer un certain combat. Et après, il entrait dans la cage et il terminait le combat exactement de la même manière qu'il a dit qu'il allait terminer ce combat, tu vois. Et c'est exactement ce qu'il avait fait contre José Aldo. Il se pointe, je sens que je vais le mettre KO d'entrée. S'il entre dans l'octogone, je crois que chaque geste que je ferai le fera surréagir, car il est trop impliqué émotionnellement. Il y a trop d'enjeux pour lui. Tout le Brésil, ça lui met une pression énorme. Donc je pense que si j'attaque, il va réagir de façon démesurée. C'est comme ça que je vois le combat se dérouler. Je le vois surréagir, s'exposer, puis finir KO, inconscient. José Aldo qui n'avait pas perdu depuis 10 ans, tu vois. Et Conor McGregor, il est venu et d'un coup, il l'a éteint comme ça. Comme si c'était rien du tout, tu vois. Et cette version de Conor McGregor, elle était tellement dangereuse, je te dis, qu'il a eu une seule défaite. Et pour ce faire, Nate Diaz, il l'a pas battu debout, mais il l'a battu par soumission, tu vois. Et Conor McGregor, juste après, il s'est relevé. Et il est retourné genre dans un nouveau bif avec Nate Diaz pour le battre dans le rematch, tu vois. Donc là, on avait vraiment un Conor qui avait la rage de vaincre, genre la rage de prouver que c'était le meilleur et tout, tu vois. Et un Conor McGregor qui est devenu double champ et tout, ça franchement, c'était le prime de Conor McGregor. Surprise, surprise, the king is back! Et on va terminer par un qui est plus récent, Charles Oliveira, blond. Donc si tu regardes le MMA depuis pas très longtemps, tu vas te dire que ça n'a pas beaucoup de sens parce que genre aussi loin que tu peux te souvenir, Charles Oliveira il a toujours été blond. Mais en fait le truc c'est que Charles Oliveira de base il n'est même pas blond, genre ça c'est juste une coloration. Charles Oliveira il a les cheveux noirs, tu vois. Mais c'est un petit peu comme s'il s'était détaché de la personnalité de la personne qu'il était avant. Et je vais m'expliquer sur ça. Parce que Charles Oliveira, ce qui est intéressant à savoir, c'est que avant, c'est un combattant qui a assez duré dans la catégorie des lightweight, tu vois. Mais sauf que le Charles Oliveira qu'il y avait, genre il y a 6-7 ans, c'est plus du tout le même Charles Oliveira qu'on a maintenant, tu vois. Parce que Charles Oliveira, il avait littéralement une réputation d'abandonneur, tu vois. Les gens, ils disaient que Charles Oliveira, dès que ça devient difficile, il abandonne. Et c'est un truc qui s'était passé souvent parce que Charles Oliveira, genre dans le passé, à cette époque-là, avant qu'il se teigne les cheveux et tout, il avait enchaîné, genre pas il a enchaîné, mais il avait
encaissé 8 défaites, tu vois, dans sa carrière. Genre, il a vraiment beaucoup perdu, tu vois. Il s'est fait mettre KO, genre, on l'a soumis. Beaucoup de fois, on l'a soumis. Et c'est un petit peu ce genre de choses-là qu'en s'accumulant, ça lui a vraiment créé cette réputation de la personne qui a tendance à vite abandonner, genre, dès que les choses deviennent difficiles, tu vois. Et tu verras, ce que je veux dire, c'est que je veux que Charles Oliveira me montre clairement qu'il n'est pas un lâche. Parce que jusqu'à maintenant, rien ne me l'a prouvé. Jusqu'à ce qu'un jour, Charles Oliveira il se réveille, après il se rappelle un petit peu de là d'où il vient, genre des favelas et genre de toute la galère qu'il a eu à vivre pour entrer dans l'UFC. Jusqu'à ce qu'il se dise que il n'a pas d'autre choix que de réussir, tu vois. Et c'est à partir de ce moment qu'il a commencé à se teindre les cheveux. Et lors de son premier combat avec les cheveux teints, il a affronté Kevin Lee et il l'a éteint. Mais genre rapidement, genre il l'a dominé, après il l'a terminé, tu vois. Et à partir de ce moment, littéralement, je pense que l'on a vu l'un des title runs les plus incroyables de l'histoire de l'UFC, tu vois. Parce que quasiment toutes les personnes qui partaient dire que ouais, Charles Oliveira c'est un abandonneur et tout, Charles Oliveira les a terminés. Et par exemple, je peux te donner le cas de Justin Gaethje qui s'est également fait terminer par Charles Oliveira. Maintenant, tu vas me dire, genre, je sais pas si selon toi, c'est tout simplement parce que il s'est teint les cheveux, genre, que c'est devenu un monstre. Peut-être que c'est ça le secret, peut-être qu'en vrai, on devrait tous se teindre les cheveux en blond et on deviendrait des génies, genre, du MMA. Mais je pense que l'explication, elle est plutôt simple, c'est juste que Charles Oliveira, il voulait se détacher de son ancienne personnalité pour maintenant devenir, genre, ce combattant, genre, qui n'a peur de rien, ce lion, et genre, ce combattant qui va de l'avant et qui termine tous ses adversaires. Et c'est ça qu'il a fait. Sauf que malheureusement, il est tombé dans la même génération qu'un combattant légendaire qui s'appelle Islam Makhachev, qui a vraiment mis un coup de frein à sa carrière, tu vois. Mais bon, voilà, c'est ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui par rapport à ces quelques combattants mythiques que l'on a dans l'UFC. Donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et voilà, si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone. Et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo de la famille. Peace out.